Un petit résumé rapide de la deuxième semaine. Beaucoup d'éléments ont été abordés cette semaine, notamment la présentation du premier objet d'étude, la littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle. L'objectif ce trimestre, pour cet objet d'étude, sera de travailler une œuvre et en particulier 2 à 3 textes pour l'oral, ainsi qu'un texte complémentaire, ce qui fera 4 textes. Il y a aussi un parcours qui va être présenté et celui-ci définit la dissertation, donc c'est très important. Et enfin, on va traiter quelques œuvres en lien pour la partie 2 de l'oral du baccalauréat. La première vraie leçon a été la méthodologie du commentaire de texte. C'est-à-dire que d'abord, qu'est-ce qu'un commentaire de texte? C'est une analyse d'un texte connu ou pas, souvent pas d'ailleurs, possédant une forme définie, c'est-à-dire que c'est une évaluation extrêmement précise avec un barème qu'il faut, que je présente après plus tard dans l'année. À côté de ça, le contenu en lui-même est basé sur ce qu'on appelle les intentions de l'auteur. Les intentions de l'auteur, c'est de voir quel est le but exact de l'auteur dans ce texte. Quelle émotion il cherche à provoquer chez le lecteur, pardon. Est-ce qu'il dénonce, valorise, crée l'empathie ou autre? Et enfin, s'il utilise un style particulier, s'il a une forme d'écriture qui lui est unique. Ces intentions sont forcément basées sur des outils qu'on appelle les procédés littéraires. Comment est-ce qu'il a créé cette intention? Quel est le genre qu'il utilise? Comment il se sert de ce genre? Et pour être sûr de vraiment avoir l'excellence dans un commentaire, quelles sont les figures de style qu'il exploite? Le tout est ensuite, encadré par une problématique. Problématique qui questionne le comment d'une œuvre, jamais le pourquoi, toujours le comment, de quelle manière, et cetera, et qui amène 2 à 3 réponses. Ces réponses, on les appelle des axes ou alors des parties, des morceaux de développement, plusieurs synonymes apparaissent. Dans ces différentes parties, justement, on trouve des éléments qui fusionnent pour expliquer les réponses. D'abord des explications sur ces fameuses intentions de l'auteur, ce qui permet à l'élève de montrer une certaine culture générale, littéraire, historique, et cetera. On appelle ça les idées. Elles sont accompagnées de preuves qui permettent de se justifier. Ce sont les fameux procédés relevés, mais aussi toujours une citation du texte qui prouve que ce procédé existe, ce qu'on appelle l'exemple. Toujours dans la méthodologie, l'objectif était de présenter les différents paragraphes de ce devoir. Globalement, on estime qu'il y a 5 paragraphes, donc les plus importants, pour l'instant sont l'introduction, qui contient une amorce, une problématique et une annonce de plan. Mais aussi la conclusion, qui est une réponse à la problématique de manière synthétique et avec une ouverture. Entre ces 2 paragraphes, nous trouvons les fameux 3 axes, eux-mêmes contenant plusieurs morceaux, des sous-parties, chacune ayant son idée, son exemple. Après cette, séance de méthodologie, nous nous sommes intéressés au parcours de l'œuvre. Les lettres d'une péruvienne ont pour parcours: «Un nouvel univers s'est offert à mes yeux». Donc l'objectif, c'était de voir qu'est-ce que cette phrase sous-entend et qu'est-ce qu'elle peut amener comme réflexion. Le premier mot-clé était nouvel univers. Donc un environnement inconnu qui peut susciter la curiosité, l'appréhension, la joie, la peur, des découvertes, des différences culturelles. Le deuxième mot important était mes yeux, parce qu'il s'agissait de voir une perception, mais aussi un point de vue personnel. Pardon, je suis malade. Ça a mené aussi une critique qui peut être parfois naïve, mais aussi un regard qui est différent. Enfin, le concept de offrir était important, car il montrait que ce n'était pas un choix, mais un cadeau qui pouvait être empoisonné, car il nous sortait de notre zone de confort de force. Après quoi, nous avons fait la biographie de l'auteur. Donc Françoise de Graffigny, née en 1695, morte en 1758, a vécu avant la Révolution française, est née dans la région de la Lorraine qui, à cette époque, est un duché indépendant. Elle est noble de famille militaire et comme tous les nobles de famille militaire, elle est mariée très jeune, à 17 ans, à, François de Graffigny,
qui était un mari violent, dépensier. Donc elle a réussi à obtenir un divorce, ce qui était extrêmement rare à l'époque, en 1723, sachant qu'elle a quand même eu 3 enfants avec lui qui sont tous morts en bas âge, pour finalement être veuve en 1725. Après cela, elle devient dame de compagnie, donc rentre au service d'une noble plus fortunée, ce qui va lui permettre de développer ses qualités de littérature et ce qui fait d'elle plus tard une femme de lettres. Notamment, parmi les grandes actions importantes, elle va rencontrer Voltaire, qui va beaucoup influencer son style d'écriture et va la faire entrer dans le siècle des Lumières. Elle va fréquenter de nombreux salons littéraires, devenir traductrice et essayeuse, et va publier plusieurs œuvres. Mais c'est uniquement lorsqu'elle publiera Les Lettres d'une Péruvienne en 1747 qu'elle atteindra un vrai succès. Ce qui ne l'empêche pas en 1742 d'ouvrir son propre salon littéraire, qui sera fréquenté par de nombreuses célébrités, notamment Marivaux, mais aussi l'abbé Prévost, Rousseau, etc., etc. Elle est férue de correspondance, elle écrira plus de 2 500 lettres dans sa vie et elle mourra en 1758. Parmi les éléments importants, elle va faire énormément de recherches sur les mythes incas, pas aztèques. Et du coup, l'objectif, étant donné que nous sommes dans le livre des lettres d'une péruvienne, c'est de les observer, sachant que il s'agit des mythes incas perçus par l'auteur à son époque à elle, les Incas ayant disparu depuis plus d'un siècle et demi. C'est donc une perception partielle, mais qui est historiquement correcte. C'est juste que Françoise de Graffigny ne va pas exploiter 100% de la mythologie inca, ni tous les éléments culturels importants de cette culture. Le empire inca en lui-même, ce qui est bon à savoir, c'est que donc c'est un empire qui règne principalement sur le Pérou, mais aussi sur une partie de l'Amérique du Sud. Il y a un empereur qui siège normalement dans la capitale qui est Cusco, capitale qui sera détruite d'ailleurs en début du XVIe siècle par Francisco Pizarro. Il y a une religion unique, le culte du soleil, ainsi que des divinités très variées, toutes reliées à la nature. Plusieurs éléments culturels sont importants, mais tous sont reliés au personnage principal. Donc là, on s'intéresse principalement au culte des Vierges du Soleil, donc des jeunes filles qui étaient désignées, qui étaient ensuite, mises dans un temple, le temple du Soleil, qui n'en sortaient jamais, sauf si elles devaient être mariées plus tard à un noble. Un objet aussi revient très fréquemment et très important, ce sont les quipos. Donc c'est un ensemble de cordes tressées qui servaient a priori à conserver des informations. Madame de Graffigny, elle, va les utiliser justement comme une forme d'écriture, étant donné qu'il n'y a pas d'écriture chez les Incas. Cela servira comme première lettre dans les lettres d'une péruvienne. Ensuite, concernant l'œuvre, nous avons traversé les 41 lettres de notre protagoniste, Zilia, assez rapidement. Donc, Zilia écrit à son fiancé Asa dans la majorité des lettres et vers la toute fin de l'œuvre s'adresse à d'Eterville. Je vous laisserai regarder le résumé. Après quoi, nous sommes intéressés à une mise en pratique du commentaire, histoire de terminer sur de bonnes bases. On est revenu sur un texte que j'avais distribué, La peau de l'ours, qui était un vrai texte donné au bac, de techno par contre. Ça change pas grand-chose, mais c'est pour un entraînement. Et nous nous sommes intéressés surtout à l'introduction du commentaire. L'objectif étant à la base, de faire une première introduction en entraînement. Donc là, cette fois, c'est moi qui ai fait, le sujet, avec une amorce possédant son alinéa, dans laquelle on présentait de manière très synthétique l'auteur, le contexte historique et un résumé du texte en lui-même. Ensuite, avec son alinéa, une problématique, qui elle est sous forme de question directe ou indirecte. Nous avons opté pour la question indirecte cette fois-ci. Et enfin, avec son alinéa encore, une annonce du plan, avec des connecteurs logiques, tout d'abord, ensuite, enfin, etc. Cette introduction, j'ai déconseillé les sauts de ligne, tout simplement pour que, de loin, on puisse constater qu'il s'agit d'un paragraphe unique. Les sauts de ligne devraient venir plutôt après dans l'axe 1. C'est juste un conseil, c'était pas un ordre.
Mais moi, personnellement, je vous préconise de ne pas sauter de ligne dans l'introduction, car ça peut prêter à confusion pour le correcteur et si le correcteur, est confus, il pénalise et c'est comme ça que s'est terminée la semaine. Merci à tous.